Cela faisait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, que le musée dauphinois attendait de pouvoir entrer dans ses collections une torche des Jeux Olympiques de 1968. C'est maintenant chose faite grâce aux dons des enfants de Maurice Glaise, qui était adjoint au sport du temps d'Hubert Dubedou. Et si l'herbe était aussi verte à Pont-de-Claix pour le FCG, le club de rugby de Grenoble et la commune du sud de l'agglomération étudient actuellement les possibilités d'implanter le centre de performance du club sur le site qui accueille actuellement l'US de Pont, un club dont est originaire Ange Capuezzo. Et puis, abracadabra, c'est le tour de Magic Bus. Après 3 années d'absence, le festival fera son retour sur l'esplanade de Grenoble à partir de jeudi. Et pour 3 jours, c'est marqué dessus. Chaude ambiance autour du reggae, mais pas que. Pascal Souvigné de Retour de Scène, qui organise le festival, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 18 mai 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le musée dauphinois part en torche grâce à un don de particulier. Il va enfin pouvoir présenter au public une torche ayant servi à transporter la flamme olympique en 1968 à Grenoble. À chaque Olympiade, sa torche. Et pour les 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, seuls 33 ont été édités. C'est dire si cette donation a de quoi rallumer la flamme dans les yeux du conservateur du musée dauphinois, Éléonore Pointeau. Et il gravit maintenant l'escalier de 96 marches qui conduit à la face. Le département courait après depuis longtemps celle qui manquait à la collection des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, la fameuse torche olympique. 7000 km et 5000 porteurs plus tard, l'objet symbolique s'ajoute à la collection du musée dauphinois, 54 ans après les JO. C'est une longue quête qui s'achève. Ça fait des années qu'on la cherche, pour ne pas dire des décennies, puisque très vite, en fait, on s'est aperçu que cet objet manquait dans nos collections. Nous avons le plus bel ensemble d'objets liés aux Jeux Olympiques de Grenoble, mais manquait à l'appel le plus précieux d'entre eux, à savoir cette torche. Une torche confectionnée en seulement 33 exemplaires et l'une d'entre elles confiée à Maurice Glaise, l'adjoint au sport d'Hubert Dubedou et vice-président de la commission d'organisation des JO de 1968. Une torche qui a passé des années dans les cartons avant d'être découverte par ses enfants au début des années 2000. Quand on l'avait, on était tout content de l'avoir. C'était un décor dans notre, comme je disais tout à l'heure, à côté de notre cheminée. Mais quand on a connu sa valeur, on se dit que c'était stupide qu'on garde ça. Je connaissais Olivier Cogne parce que je l'avais vu travailler à Saint-Égrève. J'ai convoqué mes frères et sœurs et je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait de cette... Il y en a marre, on fait quelque chose. Donc on a tous décidé qu'on l'a donné. Des précautions seront prises pour présenter l'objet. La torche a une grande valeur historique mais aussi monétaire. Les collectionneurs français et étrangers se l'arrachent. Aux enchères, l'objet se vend à 140 000 €. La torche olympique sera exposée dans l'exposition Le Rêve Blanc au musée dauphinois. L'occasion de transmettre le flambeau au public. Et en échange de son don, la famille Glaise a demandé au département de faire un don pécuniaire à l'association d'Épanne Famille. Les obsèques de Jean Faure, qui fut directeur du village olympique en 1968, se sont déroulées cet après-midi en l'église d'Autran. L'ancien maire est décédé vendredi dernier à son domicile à l'âge de 85 ans. De nombreuses personnalités politiques, mais aussi des habitants du plateau, si chers à son cœur, sont venus rendre un dernier hommage à celui qui fut également pendant plus de 20 ans sénateur UMP, vice-président et questeur de la Chambre haute. C'était le cas du président du Sénat, Gérard Larcher. Jean Faure a été un sénateur exceptionnel et j'allais dire particulier, par son histoire, par son engagement pour la montagne, par tout ce qu'il représente. Je voulais rendre hommage à cet homme de territoire, un homme en plus qui avait des convictions chevillées au corps, parce que c'était un homme de tradition centriste, mais attentif aux autres, très attentif aux autres. Et il me semblait indispensable de venir dans son village, ce village dont il m'a tant parlé, que j'avais visité avec mes enfants il y a quelques années, mais de dire merci au nom du Sénat, merci au nom du territoire, merci au nom de la République. Son engagement, il l'a aussi accompli
comme jeune appelé en Algérie. Et puis, il y a cet engagement formidable pour la gendarmerie, pour la loi montagne, pour ceux qui parfois étaient dans les très grandes difficultés. Quand il y a eu des drames, notamment je pense au Boat People en Asie, il était toujours là, présent. Quand il y a eu des drames à Madagascar, il était très engagé. C'est à tout ça que je voulais dire merci. Télé Grenoble rediffusera le documentaire réalisé par Lucille Dailly, Le Renard du Vercors, samedi à 15h et dimanche à 21h15. Le procureur de la République de Grenoble a ouvert une enquête sur des fichiers d'alliance citoyenne après avoir été saisi mardi soir par le préfet de l'Isère. Une demande qui fait suite aux révélations du Parisien la semaine dernière. Plus connue pour avoir propulsé le burkini dans les piscines grenobloises, l'association intervient également auprès d'habitants de logements sociaux. Dans ces fichiers remplis par ses salariés, on trouve des noms, des adresses, des problèmes relevés dans les logements, mais aussi les origines, les intentions de vote ou les maladies. Conserver ces information est contraire aux droits des libertés individuelles et peut être punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et par ailleurs, le référé en suspension de l'arrêté autorisant le port du burkini, référé déposé pour le compte d'une conseillère d'opposition, devrait être examiné par le tribunal administratif le 31 mai. Le FCG pourrait mettre un pied à Pont-de-Claix. Les dirigeants et élus de la commune ont présenté lundi un projet visant à installer un centre de performance dans cette ville du sud de l'agglomération, sans dire au revoir au stade Lesdiguières du gagnant-gagnant Arthur Glory. Le centre de performance du FCG pourrait bientôt voir le jour à Pont-de-Claix. Sans déserter le stade Lesdiguières, le club aimerait se doter d'équipements sportifs de haut niveau et regrouper toutes ses équipes au même endroit. Le complexe sportif des Deux Ponts est alors le lieu parfait pour de telles ambitions. L'idée, c'est effectivement d'être dans de la construction en dur qui nous permette d'avoir du terrain synthétique, du terrain couvert et puis toutes, les possibilités de suivre nos joueurs dans les meilleures conditions avec des salles de cryo ou d'autres salles de soins. On a une histoire rugbystique assez forte, mais l'idée même que le grand frère ou la grande sœur, puisque c'est les deux, viennent à Pont-de-Claix et s'installent durablement dans un projet de développement de ce club aujourd'hui de Pro D2, mais qui demain sera un club de top 14, j'en suis convaincu, c'est une grande fierté à la base pour la ville, pour son image. Le projet est gagnant-gagnant pour l'US Deux Ponts et le FCG. Une vraie collaboration pourrait se mettre en place et aider les deux parties à accomplir leurs objectifs. C'est un projet qui va bénéficier aux deux clubs. Nous, c'est sûr qu'on va regarder, on va tirer la couverture de notre côté et on va essayer de saisir le maximum d'opportunités. Et nous, on aimerait rebondir sur ces opportunités pour pouvoir continuer notre développement au sein de l'école de rugby, mais aussi nos joueurs moins de 16, notre équipe moins de 18 en national, mais aussi principalement notre équipe 1, pour qu'elle puisse continuer à se développer, qui a fait un beau parcours cette année aussi. Le projet est encore au stade d'embryon, les études de faisabilité sont encore en cours. L'ouverture du centre de performance est prévue courant 2024. Et ça n'ira sans doute pas plus vite pour le GF38, dont le futur centre de formation doit voir le jour à la Côte-Saint-André. Près d'un an après l'annonce du projet, les travaux n'ont toujours pas débuté. Les footballeurs ne devraient pas pouvoir y prendre leur quartier avant la saison 2024-2025. Magic Bus lance le coup d'envoi de la saison des concerts en plein air. Rendez-vous est pris à partir de jeudi et jusqu'à samedi soir sur l'Esplanade à Grenoble. Pascal Souvigné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de production à Retour de scène qui organise le festival. Ça fait 3 ans qu'on attend, alors ça va être parfait, c'est sûr. Ah bah, ça va être parfait, c'est sûr. On est en tout cas ravis de reprendre une édition, en tout cas sur un lieu qu'on connaît bien, qui est l'Esplanade. On a pu du coup maintenir une édition l'année dernière dans un cadre un peu particulier à la Nôtre Vitesse avec d'autres structures culturelles, mais pas que, en tout cas, qui ont pu profiter de ça. Mais là, on revient à l'Esplanade, on revient sur une formule qu'on avait essayé de défendre en 2020, c'est-à-dire une formule de 3 jours, de concerts sur l'Esplanade avec toujours plus de découvertes, que ce soit en local, que ce soit en national. On va revenir sur la programmation. Cette période, ça apprend aussi à s'adapter ? Oui, évidemment. Ça, on a été obligé, au gré des années qui viennent de s'écouler, de faire preuve d'énormément d'adaptation, de souplesse sur l'accueil des artistes, sur l'organisation.
Ça a été un challenge et c'est un challenge en tout cas pour cette année qu'on a relevé. Alors la marque de fabrique du festival, c'est un peu le reggae et bien sûr il y en aura mais pas que. Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir donné, en tout cas, à cette édition du Magic Bus, une identité un peu plus forte autour des musiques du monde, du reggae, de la découverte. Voilà, en tout cas, d'à la fois entériner des choses qui nous plaisent et de communiquer sur cette vraie image de fabrique et cette vraie passion qu'on a autour de ces musiques-là, qu'on a envie de défendre. Ça a été vraiment l'objectif cette année, ouais. Ce sont des scènes, des styles qui se renouvellent. Il y a des nouveaux artistes à chaque fois. Alors, il y a des nouveaux artistes. Après, c'est vrai que sur les esthétiques peut-être plus reggae, on a quand même un turnover d'artistes qui émergent, qui est quand même moins important que dans d'autres styles de musique, sur les musiques électroniques, sur le hip-hop. Donc les têtes d'affiche de demain sont quand même compliquées à trouver et on a un panel qui est un peu plus limité. Je ne sais pas si c'est le style qui veut ça, etc. Mais c'est une autre dynamique. Ça met plus de temps à se construire, comme en tout cas artistes reconnus dans ces esthétiques-là. Des artistes reconnus, on en voit déjà à l'écran, mais avec des anciens de Zebda. Il y aura aussi Amadou et Mariam. Exactement. Voilà. C'est aussi pour aller chercher un peu du grand public. Oui, évidemment. L'idée, c'est de garder un esprit populaire et festif, d'être rassembleur. On n'est pas uniquement sur de la musique de niche ou que de la découverte. On est aussi sur des groupes qui vont parler au plus grand monde possible, au plus grand public possible. Vous, perso, je ne sais pas si vous allez nous le dire, mais vos coups de cœur. Alors, moi j'ai une casquette un peu particulière à Retour de scène, c'est quand même ma casquette de travail avec les artistes locaux. Donc moi je vais en toucher une pour un peu les artistes locaux qu'on présente sur le festival. Donc on a un beau projet d'Alpine Combo, projet Soul Music, un beau projet rock aussi, plus, 3 petits jeunes, une petite vingtaine d'années qui depuis en tout cas sont montés sur Paris mais avec une belle énergie, un bel univers. Mama Candy, un blues trance absolument hallucinant. Et évidemment, je pense qu'un petit coup de cœur de pas mal de gens aussi, un groupe qu'on trouve pas mal sur Grenoble, c'est le groupe Astroficus, qui défend un répertoire afrobeat, 9 musiciens sur scène. C'est des formules qu'on voit de moins en moins, parce que c'est des formules risquées, compliquées à faire tourner, compliquées à accueillir. Et ils ont un projet musical absolument exceptionnel à venir découvrir. On les découvre quand ? On les découvre le vendredi. Eux, ce sera le vendredi et la Exactement. Scène locale, plus particulièrement le jeudi aussi. Voilà, donc scène locale découverte le jeudi, avec 2 groupes locaux et un groupe découverte Technobrass, une fanfare brésilienne. Le vendredi, un groupe local et 3 groupes plus nationaux. Et la même chose pour le samedi. Merci beaucoup Pascal Souvigné. On rappelle donc le festival Magic Bus, c'est du 19 au 21 mai sur l'Esplanade à Grenoble. Dans l'agenda également d'autres musiques du monde, mais plus on est de fou, plus on rit, celle du duo Madala. Vous la connaissez peut-être. Ouais, voilà, vous savez mieux le dire que moi. Qui seront en concert jeudi soir à la Source à Fontaine. Formés à l'école de la rue, les 2 musiciens placent au cœur de leur composition les instruments traditionnels faits maison avec les matériaux du bord. Dans un autre genre, et promis juré, nous n'avons aucun lien de parenté. Patrick Abrial se produira jeudi soir à l'Empérage à Grenoble. Il n'avait pas chanté dans la capitale des Alpes depuis le siècle dernier. L'artiste adepte du blues et du rock proposera ses standards réarrangés, mais aussi quelques reprises de grands textes de la chanson française. En première partie, le quatuor grenoblois Malentendu. Puis un peu de danse pour terminer avec Sisyphe heureux par la compagnie 47-49 jeudi soir à l'Hexagone à Mélan. Il s'agit du 3e volet de la trilogie humaine proposée par François Vérune qui réunit 6 interprètes dans une pièce chorégraphique dense et poétique à la figure de la mythologie grecque. Un spectacle qui sera suivi du bal de clôture de la saison en compagnie de l'équipe de François Vérune et des Spice Kittens. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.